L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, ce matin, nous parlons de la connotation spirituelle de l'homosexualité. Bonjour à vous, bonjour. Professeur David Kofi Aza. Merci d'être là, ça fait un sacré bail. Ça fait un moment. Les amis internautes ont demandé d'après vous pendant très longtemps que se passait-elle, si on peut le dire ainsi. Alors, ce jour, nous parlons de l'homosexualité. Dites-nous d'entrée de jeu, est-ce que la tradition concède ou tolère l'homosexualité? Oui, mais avant, il faut rappeler à nos téléspectateurs que, en tant qu'invité sur ce plateau, je ne suis ni pour ni contre l'homosexualité. Seulement, je suis là pour apporter la lumière, la lumière de la tradition, pour la lumière de la tradition sur l'homosexualité et expliquer ce que la tradition conçoit par là. Alors, oui, la tradition reconnaît l'homosexualité, mais étant du domaine du sacré. Pour la tradition, l'homosexualité est un acte sacré, mais qui existe quand même et que la tradition, je dirais, ça va dire des bases de la tradition africaine. Est-ce que vous parlez que ça relève du domaine du sacré de la tradition? Est-ce à dire, de quel type d'homosexualité la tradition tolère d'abord? Est-ce que c'est entre hommes, entre femmes? Quelle est la forme? Non, la tradition conçoit les deux formes. Et même la bisexualité. Mais il faut faire la nuance, la tradition conçoit l'homosexualité sous une forme hybride. C'est-à-dire que ça doit impliquer forcément un être vivant et une entité céleste. Mais ce n'est pas entre deux individus vivants. C'est la nuance. Ça. Il faut que l'homosexualité soit hybride. Ça doit impliquer forcément le sacré et le profane. Le profane dont on parle ici, ce n'est pas forcément le non-initié. Mais c'est que ça implique une force invisible et une puissance visible. La puissance visible, c'est l'homme, l'individu, mais forcément initié. Parce que tant que l'individu n'est pas initié, il n'est pas autorisé à explorer cette félicité de l'homosexualité. Et si l'homosexualité n'implique pas forcément la présence d'une entité, elle est conçue comme une abomination. Alors, tel que vous le dites, alors ça veut dire que ce n'est pas deux hommes qui se retrouvent dans une chambre et qui font quelque chose, ni deux femmes qui se retrouvent quelque part et qui font quelque chose. Non. Alors, lorsque vous parlez entre un homme et une entité, à quel moment on fait recours à ce type de procédé? Et quel en est l'intérêt? Vous savez, l'initiation ultime au niveau de la tradition, c'est l'initiation qui mène vers la mort et la résurrection. La mort et la résurrection, c'est l'initiation ultime au niveau de la tradition. C'est comme on dit, Vodun Roissy. C'est-à-dire que la divinité a tué quelqu'un, puis après, par des procédés ritueliques, on procède à la résurrection de l'individu. L'individu, maintenant, est consacré à une divinité. Il n'y a pas que dans la Bible qu'il y a résurrection, il y a également ça dans l'initiation ultime dans le Vodun, c'est la mort et la résurrection. C'est clair, c'est net. Quand vous venez à ce stade-là, c'est terminé. Donc, quand cela se passe comme ça, c'est que l'individu, homme comme femme, est dédié à une divinité. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un homme
qui est initié, il devient automatiquement un initié féminisé. Je dis bien un initié féminisé. Étant un homme, il devient un initié féminisé. Et son mari, entre griffes, la divinité qui la divinité à laquelle on le consacre est généralement ou peut être aussi un homme. C'est comme quelqu'un qui a par exemple Marie divine. Je le dis comme ça parce que c'est une entité divine comme Marie. Ahozoji. Ahozoji, c'est un Sakpata qui est mâle. Mais ça, Shakti, qu'on lui a dédié, peut être également un homme de sexe masculin. Mais là, on va dire Vodun-si. Mais c'est un homme. Mais on dit, il est la femme d'une entité. Il est la femme d'un Vodun. Mais ce Vodun est également un Vodun mâle. Et c'est ça qui fait qu'on voit, par exemple, des adeptes de Sakpata avec des bouts d'oreilles, par exemple. Justement, l'adepte de Sakpata, qui est le Vodun-si, qui est dédié à un Sakpata qui est mâle, quand le Vodun va vouloir prendre possession de son corps, il est obligé de s'habiller de façon féminisée. Donc de porter des boucles d'oreilles comme une femme, et tout, parce que c'est son mari qui vient pour animer son corps. Et ce mari-là qui vient est un mâle aussi. Et l'initié qui est possédé aussi est un mâle. D'où le sacré et l'initié qui deviennent les tous deux hybrides en matière d'homosexualité qui est purement du domaine du sacré. Est-ce à dire que cette manifestation de la divinité qui se fait montre et que l'on voit de part et d'autre est entre autres une manifestation de relations sexuelles entre la divinité et ce n'est pas une manifestation profane de relations sexuelles entre la divinité et l'adepte, mais c'est une extase, c'est en quelque sorte c'est un état de conscience que l'individu vit. C'est une félicité que l'individu vit à travers cette divinité-là. Et momentanément, c'est-à-dire pendant ces quelques minutes ou quelques heures, ou parfois quelques jours que l'individu prend possession du corps de l'initié, l'initié même n'est plus là. L'initié même ne s'appartient plus. C'est-à-dire que son côté masculinisé est sorti pour laisser place à son côté féminisé, afin de permettre à son entité de prendre possession de ce corps, de l'animer et de vivre une certaine félicité. Mais il n'y a pas qu'entre hommes et une divinité mâle, il y a également entre deux femmes. Si par exemple, je prends le cas par exemple de Nyohwe Ananou, qui est la mère de Sakpata, généralement, elle possède tant les hommes que des femmes, mais de rares fois les hommes. Et Nyohwe Ananou, c'est une entité féminine. Et sa femme aussi est une femme. Elle est femme et elle prend femme, une femme. Une femme également. Une femme également. Donc, cette femme-là, qui est Ananou-si, donc qui est la femme de Nyohwe Ananou, qui est aussi une femme, quand sa divinité, Asuton Vodun, va vouloir venir, donc quand son mari, qui est en griffe, une femme aussi, va vouloir venir, elle aussi va s'habiller dans ses... Elle va masculiniser un peu son accoutrement? Non, au contraire, elle va féminiser davantage son accoutrement. Mais c'est que la femme qui est masculinisée, c'est l'entité, au fait. C'est quoi qu'en soit la situation, c'est l'entité qui se masculinise. C'est-à-dire que l'entité soit une femme ou un homme, l'entité se masculinise pour pouvoir prendre possession de sa femme, qui peut être une femme comme un homme. Alors, quel est l'intérêt pour un initié ou un adepte de vivre cette félicité-là, qu'il soit homme ou femme? L'intérêt, ça va dans la droite ligne du processus initiatique qui permet à l'individu de contempler je dirais, la beauté divine, de contempler l'immensité cosmique, donc l'immensité de Dieu. Et en retour, parce que vous ne pouvez pas vivre
cette immensité-là, cette félicité, ce nirvana au niveau de la divinité est en sortie bredouille. C'est que vous puisez une partie de l'énergie de cette entité-là qui vous animait, une partie de son énergie reste dans le corps. Justement, j'allais vous poser la question, savoir, est-ce que quand l'entité vient, est-ce qu'elle part totalement? L'entité ne part pas totalement. En partant, l'entité déverse dans le corps physique de l'individu tout un agrégat d'énergie, de puissance qui permet à l'individu maintenant d'assurer sa protection, d'assurer sa prospérité, son élévation matérielle et financière, une certaine quiétude, une certaine paix du cœur. Donc, en un mot, on profite au fait de l'entité. Le fait que l'entité prenne possession de notre corps profite de nous, nous aussi on profite de l'entité. C'est comme l'homme et la femme qui vont vers l'acte sexuel, la femme en profite autant que l'homme également. Donc, c'est en quelque sorte de façon caricaturée ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire que l'entité a besoin d'un corps physique pour animer ou pour s'animer ou pour se sentir en quelque sorte vivante. Mais en retour, nous puisons de son énergie une partie qui nous permet également de nous sentir aussi dans une certaine félicité et de vivre le nirvana, même si c'est pour une courte durée. Mais est-ce qu'avec ces procédés-là, est-ce que durant le rituel ou le procédé initiatique, est-ce qu'il peut arriver à ce qu'une femme, par exemple, se retrouve après toute l'animation, toute l'extase de la divinité, se retrouve après avoir peut-être joui ou peut-être non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas de revers, comme quoi après les maris de nuit s'invitent dans la situation? Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, dès que vous avez une entité comme mari, ça peut être une entité féminine ou masculine comme mari, les phénomènes de mari de nuit ou femme de nuit sont du coup éloignés de vous. Éloignés de vous. Oui, parce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie sur le plan spirituel, donc ce n'est plus possible. Mais eux, sur le plan spirituel, lorsqu'ils sont dans votre vie, ils ne vous embêtent pas ou vous sentez que peut-être au réveil, c'est comme si vous avez fait l'amour dans la nuit, par exemple. Oui, c'est parce qu'il y a une désharmonie entre vous et l'entité. Parce que quand il y a la présence d'une entité comme ça, parce qu'il y a les morts qui se manifestent, il y a beaucoup de phénomènes, mais si c'est avéré que c'est une entité réelle qui a besoin de vous, il suffit de faire les rituels de consécration à cette entité-là et le phénomène de mari de nuit s'arrête. Mais c'est que l'entité a une place dans votre vie et a une période pour se manifester. Une période pour se manifester de façon périodique. Alors, est-ce que ce qui est fait, ce que vous constatez un peu dans la société où on voit des hommes qui se métamorphosent en femmes, on voit des femmes qui veulent avoir une apparence masculine au point même de modifier leur morphologie, leur accoutrement et autres. Est-ce que pour vous, ça a une connotation spirituelle dans la tradition? Ça a fortement une connotation spirituelle. Ça a toujours existé. Hein. C'est parce qu'on a commencé par négliger certains aspects de la tradition que ça a pris de propension. Lesquels, par exemple? Vous savez, je vais aller terre à terre pour que ceux qui nous suivent comprennent. C'est une question d'énergie. Quand vous prenez un individu, ça peut être un homme. Par exemple, il doit avoir en excès l'hormone masculine. C'est ça qui le caractérise, ça qui fait de lui un homme. Maintenant, au cas où cet homme-là a en excès l'hormone féminine et que l'hormone masculine commence par hiberner, il va commencer à développer des aptitudes féminines. Il va se sentir beaucoup plus fille que garçon. Et il va commencer à développer des comportements féminins. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On l'initie rapidement au Fa pour voir quelle entité féminine qui est en train de l'habiter. Parce que c'est une question d'énergie. Et rapidement, si c'est une minona, on sort l'entité féminine de son corps. On l'érige quelque part. Et là, il va commencer par développer en toute conscience une certaine plénitude masculine. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le fait pas que l'enfant développe davantage des potentialités féminines, évolue dans ça, et au bout du rouleau, ne peut que se sentir fille. Et quoi qu'en ça, ce qu'on va faire, elle va développer forcément des aptitudes d'homosexualité parce qu'elle sera portée sur les hommes. Malgré qu'il soit un homme, un garçon, il sera porté sur les garçons parce qu'il va se dire, je ne suis pas un garçon, je suis une fille, donc il faut que je m'accroche au garçon. Et parce qu'on n'a pas pris soin de lui éviter cela sur le plan spirituel. Mais si c'est une fille, par exemple,
qui devrait avoir l'hormone masculine en hibernation et l'hormone féminine en excès, si l'hormone féminine ne commence pas à hiberner et que l'hormone masculine prenne le dessus, elle va se sentir garçon. Elle va vouloir s'habiller comme un garçon, affirmer son autorité comme un garçon. Quand on retrouve ça, on lui fait rapidement le phare et on sort beaucoup les bas de son corps. Tant qu'on n'a pas sorti beaucoup les bas de son corps, cette fille va toujours continuer par avoir des comportements de garçon. Elle va grandir avec. Et quand ça va devenir une habitude, et qu'elle ne va développer que ça, elle ne va se sentir à l'aise qu'en présence d'une fille. Et d'une fille qui se sente effectivement fille dans son corps, pas une fille qui se sente garçon. Donc, pour les garçons, elle va se dire, les garçons sont mes camarades, en quelque sorte. Donc, nous sommes tous les mêmes. Donc, puisqu'elle se dit garçon, elle va s'habiller comme garçon, se coiffer comme garçon, parler comme un garçon, affirmer son autorité et tout. Donc, si on ne prend pas très tôt les dispositions pour sortir l'énergie de virilité de son corps, l'énergie de virilité va continuer par animer cette fille-là jusqu'à ce qu'elle va grandir, va devenir une femme, mais une femme qui ne se reconnaît qu'à travers les potentialités d'un homme. Est-ce que c'est fait de part et d'autre, l'un mis dans l'autre, du côté de l'homme et de la femme, est-ce que lorsque le rite initiatique aux femmes n'est pas effectué et qu'elle grandit ou il grandit avec, est-ce que ça n'a pas de répercussions sur le détenteur de cette divinité-là qui inverse son sexe? Et ça a de répercussions, puis la répercussion, c'est beaucoup plus... Oui, si on parle pas d'un garçon. En dehors du choix de l'orientation sexuelle et des faits, est-ce qu'il y a d'autres impacts? Il y a d'autres impacts sur le corps physique de l'individu. Par exemple, le garçon qui, par exemple, se sent dans la peau d'une fille, il aura forcément des difficultés érectiques. Même si on prenait les dispositions et qu'il se reconvertisse et reconsidère son orientation sexuelle, il aura des difficultés à aller correctement au sexe avec une femme. Et ça va continuer, peut-être ça va durer toute sa vie, au fait. Et la femme, elle sera frigide, c'est ça? La femme peut être frigide. Une femme qui se sent dans la peau d'un garçon développe des aptitudes de frigidité. Même elles ont même de difficultés à concevoir par la suite. Si elle n'a pas eu la chance d'avoir un enfant très tôt, avant que... Parce que c'est quelque chose qui peut être latent en vous. Ça peut ne pas se faire remarquer dès l'enfance. Vous pouvez avoir peut-être 15 ans, 17 ans, même 20 ans, même 25 ans, avant que l'hormone ne déclenche cette animation-là en vous. Donc, il y en a, de façon précoce, on peut détecter, mais il y en a qui grandissent, et c'est peut-être après 15 ans, 20 ans, qu'elle commence par la fille commence par se réaliser qu'en réalité, elle n'est pas fille. Et dans sa tête, vous ne pouvez rien faire pour lui enlever ça. Dans sa tête, elle va se dire, je suis un garçon. Et ce n'est qu'à travers cette appellation-là qu'elle se reconnaît. Donc, ça peut arriver à tout âge. Même jusqu'à 40 ans, on peut développer des attitudes d'homosexualité. L'homosexualité. Oui. Alors, face à cela et avec l'ampleur que prend l'homosexualité aujourd'hui dans nos sociétés, est-ce que vous estimez qu'il y a des précautions à prendre pour tout un chacun? Il y a forcément des précautions à prendre. Mais la proportion que nous vivons ces dernières années-ci n'est pas seulement que spirituelle. Il y a le suivisme également. Il y a le suivisme, mais il y a aussi les médicaments que nous prenons. Parce qu'il y a beaucoup de produits, surtout les antidouleurs et également beaucoup de médicaments qui combattent la fièvre et autres, féminisent davantage les enfants. Donc, il y a ce que nous consommons aujourd'hui qui milite malheureusement en faveur de la féminisation de nos enfants, donc de nos garçons. Mais il y en a également qui contiennent des hormones qui militent à la masculinisation de nos filles. Mais ce que vous dites là, professeur David Kofi Azza, jusque-là, il y en a qui naissent, on les voit, garçons ou filles, ils le sont jusqu'à 25 ans, ils assument leur masculinité, ils assument, ou elles assument leur féminité. Et peut-être après une relation amoureuse ou deux relations amoureuses, du jour au lendemain, elles changent. Oui, d'autres même ont été même au foyer, ont eu des enfants. Bien sûr. Et du jour au lendemain après, elles changent. Malheureusement, beaucoup mettent ça sur le coup. Beaucoup mettent ça sur le coup de la déception sentimentale. Ce n'est pas une déception sentimentale. La déception sentimentale n'est qu'un élément déclencheur
Oui. Parce que ça, toujours, tant que ce n'est pas là, il y a des femmes qui subissent des déceptions sur des déceptions, mais qui continuent toujours d'affirmer leur féminité. Donc, la déception n'est qu'un élément déclencheur, au fait, de cette situation-là, qui est déjà latente en elle. Mais pourquoi il n'y a eu aucun signe avant-coureur depuis la tant naissance que l'hormone ne se jusqu'à... réveille pas, tant que l'hormone ne se réveille pas, tant que la divinité sommeille, c'est ça? Sommeil, on ne doute, tant que c'est en hyménation, on se doute de rien du tout. Même l'individu même ne sent absolument rien du tout. C'est quand ça sort de l'hyménation que les effets commencent par se faire sentir. Mais c'est que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient peu à peu. Elle va commencer à développer les attitudes peu à peu, et après, bon. Mais est-ce que est-ce que vous, les Vaudounos, dans les ronfoués, c'est qu'on les appelle ainsi, est-ce que vous n'avez pas des adeptes ou des fidèles qui sont homosexuels? Il y en a plein aujourd'hui. Et ça ne vous gêne pas? Ça gêne des fois, mais c'est qu'on n'a pas pris les dispositions à temps. Donc même si après on prend les dispositions, mais vu que la tradition se fait à un sens, pourquoi dans les couvents, il n'y a pas de dispositions qui sont prises pour, ou bien ils sont utilisés, ils ont leur utilité dans les couvents? Non, c'est pas qu'ils ont leur utilité, mais c'est parce que leur entité, vous voyez, il y a beaucoup je vous donne un exemple, de garçons et même d'hommes qui sont par exemple dansés, donc adeptes de la divinité dedans, donc femmes dedans. Mais ces garçons-là se comportent et parlent comme des filles. Et quand vous les voyez, c'est comme ça, ils sont... on ne peut rien faire pour leur enlever ça, en fait. Maintenant, si les dispositions étaient prises en amont et que on a réussi à sortir cette énergie féminine, donc cette énergie cette énergie passive ça pouvait se corriger. Mais si on prend aucune disposition et que le phénomène de l'accoutumance s'installe, quoi qu'en soit, ce qu'on fera, c'est que ça va continuer. Ça va continuer. David Kofi Aza, une ou deux questions avant de conclure ce matin. Que dites-vous de ceux qui disent, ça se dit, que l'homosexualité est un rituel propitiatoire? Non, ce n'est pas un rituel. L'homosexualité entre des humains n'est pas rituelique. C'est juste une conviction et une conception que chaque individu possède. Alors quelle en est la connotation spirituelle profonde? Si c'est spirituel, c'est rituel. Je dis bien, si l'homosexualité est spirituelle, c'est rituel. C'est-à-dire, genre, ça implique un humain et une entité. Alors, en dehors des dancing et de vaudou Sapata, est-ce qu'il y a d'autres vaudous qui sont impliqués dans cela? Beaucoup de divinités sont impliquées. Vous avez parlé du Boko Legba aussi tout à l'heure. Oui, il y a Boko Legba est beaucoup plus impliqué. Là, c'est beaucoup plus au niveau des femmes que Boko Legba intervient. Et Minona intervient aussi au niveau des hommes, Da intervient aussi au niveau des hommes. Mais il y a également des Torosu qui interviennent au niveau de certaines femmes. Et quand Torosu intervient au niveau de certaines femmes, là, elles sont même très autoritaires, en fait. Très, très autoritaires. Et il y a aussi Gou qui intervient au niveau de certaines femmes. Et quand Gou intervient au niveau de la femme, d'abord, elles sont très violentes, hyper jalouses. Elles sont même prêtes à aller jusqu'au sang, même jusqu'au crime de sang, pour défendre leur relation, au fait. Donc, c'est des femmes qui ne reculent devant rien. Quand Gou possède une femme, c'est très dangereux. Très dangereux parce qu'elle va se sentir homme. Non seulement elle va se sentir homme, mais elle va se sentir guerrière. Et c'est des femmes qui sont prêtes à aller vers la violence contre d'autres personnes prêtes à tout, quand elles sentent que leur relation est menacée, ou peut-être quelqu'un d'autre tourne autour de leur femme qui est une fille, quoi. Alors donc, pour résumer, donc l'homosexualité dans la tradition, ça existe, mais c'est pas entre hommes et hommes, femmes et femmes, non. Mais c'est entre hommes et une entité. Femme et une entité. Alors, voilà. Un mot, droit dans la caméra, nous avons pour conclure. Ben, ce que je vais dire, j'ai peut-être envoyé une recommandation aux parents d'élèves d'aujourd'hui, parce que je dis aux pères, aux pères de famille aujourd'hui et mères de famille aujourd'hui, pour leur dire que beaucoup de choses militent en cette faveur-là. Il y a les prédispositions spirituelles, mais en dehors des prédispositions spirituelles, il y a les médicaments et les aliments que nous consommons aujourd'hui, qui contiennent des OGM, qui militent en faveur de la masculinisation des filles et de la féminisation des garçons. Et à partir de ce moment-là, il faut surveiller l'enfant dès son jeune âge et rapidement, quand on commence par voir des aptitudes qui sont contraires à son sexe que l'enfant commence par développer,
il faut rapidement lui faire le phare et sortir l'énergie contraire qui est dans cet enfant-là, sortir ça de l'enfant pour que l'enfant ne continue pas à développer des aptitudes d'homosexualité par la suite. Parce que ça ne peut pas être combattu. On ne peut pas combattre ça, mais il faut travailler pour que cela puisse s'harmoniser et que l'individu s'harmonise avec l'énergie qu'il porte. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut faire régresser ce phénomène d'homosexualité qui prend dangereusement d'ampleur dans notre pays. Merci à vous, David Kofi Azza. Je rappelle que vous êtes prêtre de FAP, président du Conseil national des cultes endogènes. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on installe Francis Fahami pour la définition du jour.